Bonjour et bienvenue sur Direct TV. Dans notre émission Grand Mardi Beau Temps, on se retrouve aujourd'hui. Nous allons parler de plusieurs sujets divers, dont la pensée du jour. On va penser ensemble. Je vais vous donner une citation qui vous permettra de réfléchir. Ensuite, on va parler de l'éphéméride. Aujourd'hui, c'est le mardi 4 juin 2024. On va voir ce qui s'est passé dans le temps, les événements, les anniversaires, les naissances, ce genre de choses. Ensuite, nous aurons l'actualité parce que le monde tourne, la vie tourne, il y a beaucoup de choses qui se passent tous les jours dans ce monde, en RDC comme ailleurs. Ensuite, nous aurons une sélection de clips, des meilleurs clips musicaux qui pourront vous divertir. Nous aurons du Jason Derulo, il y aura Gims, il y aura Rihanna, il y aura Shakira, des chansons qui vous permettront de bouger. Je vais vous faire découvrir ce que moi j'écoute bien. Ensuite, on aura la rubrique Vues sur le net, des vidéos tendances du moment, des réseaux sociaux. On aura des conseils, des astuces et tout ça, des astuces cheveux, des astuces nourriture, parce qu'on sait que tout le monde aime énormément manger. Il y aura aussi un invité, le portrait d'un invité. Je vais vous parler d'une personnalité historique qui devrait tous nous inspirer par son courage, par sa bravoure, ainsi que par sa vision de l'Afrique. Cette personne avait prévu que l'Afrique soit aujourd'hui l'un des plus grands continents au monde. Ce que l'Afrique est, bien sûr, mais malheureusement, on n'est pas encore au courant parce que, voilà, les Africains, on est un peu toujours dans la distraction. Ensuite, nous aurons la rubrique anniversaire. On vous souhaitera un joyeux anniversaire. Et n'hésitez pas à nous prévenir, nous écrire si c'est votre anniversaire. Il y aura toujours quelqu'un sur ce plateau pour vous le souhaiter, car comme j'aime le dire, Direct TV pense à vous, Direct TV pense à votre existence, votre jour. On vous souhaitera, on vous mettra à l'honneur, on vous fera passer sur les 4 écrans qui sont ici derrière moi. Et vous pourrez vous voir à la télé, vous pourrez dire à vos amis, je suis passé à la télé, même si c'est juste des photos, ce n'est pas grave. Donc voilà un peu les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. On va passer 2 heures du temps ensemble, oui, 2 heures du temps. Je suis toute seule aujourd'hui sur le plateau, mais ne vous inquiétez pas, on va passer ce moment ensemble. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la pensée du jour. Nous allons vraiment passer à la pensée du jour plutôt. La pensée du jour est « Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton ». Cette pensée nous vient de feu Thomas Sankara qui nous dit ici qu'il vaut mieux passer un seul jour à vivre comme un lion plutôt que 100 jours comme un mouton. Cette citation suscite une réflexion profonde sur la manière dont nous choisissons de vivre nos vies. D'un côté, on a le choix de vivre comme un lion, c'est-à-dire faire face aux risques, diriger et tout. Et de l'autre côté, on peut choisir de vivre une vie plutôt courte et sereine, pas courte, une vie plutôt soumise, pleine de conformisme, sans éclat ni passion comme un mouton. Ça nous permet de vivre plus longtemps, mais qu'est-ce qu'une vie si on ne prend jamais de risques, si on ne pense jamais à créer de nouvelles choses, si on ne pense jamais à découvrir de nouvelles choses? Chers téléspectateurs, je vais vous poser une question. Préférez-vous une vie brève mais intense, où chaque jour compte, ou une vie longue et monotone, sécurisée mais dépourvue d'aventure? Comment percevez-vous le bonheur et la satisfaction personnelle dans votre quotidien? Est-ce que vous préférez toujours suivre ce qu'on vous dit tous les jours, réveillez-vous, aller au travail, manger, terminer à 17h, rentrer, ou vous préférez aussi tenter de nouvelles choses, vivre comme un lion, vous lancer dans une entreprise, tout laisser tomber et devenir mannequin, je ne sais pas, devenir journaliste, faire des métiers qui ne sont pas communs, c'est-à-dire venir le matin à 8h, s'asseoir dans un bureau, avoir une pause à 12h et ensuite rentrer chez soi à 13h. C'est une vie qui est stable, oui, où on a un salaire tous les mois, on sait qu'on va payer notre maison tous les mois. Cependant, on peut dire que c'est une vie de mouton. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de feu dans la vie en fait. Alors que la vie est faite pour vivre. Comme je viens de le dire, la vie est faite pour vivre. On ne peut pas juste rester là
à attendre qu'on nous dise quoi faire. Pensez aux figures historiques et contemporaines qui ont choisi de vivre comme des lions. Des révolutionnaires, des artistes, des leaders. Que serions-nous sans leurs actes courageux et inspirants? Imaginez si la dame qui a créé les robots roulages n'avait pas créé les robots roulages. À cette heure-ci, il y aurait toujours plusieurs roulages sous le soleil en train de transpirer dans leur tenue de policier. Vous savez que ces tenues sont très très lourdes. Si elle n'avait pas osé, parce qu'on ne dit pas d'oser et de tout de suite réussir, parce que bon, certaines personnes sont chanceuses dans leur vie, osent et réussissent, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut toujours oser, cependant, on va échouer, mais au moins il faut toujours tenter. Parce que si personne n'essaye jamais rien, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Réfléchissez également à votre propre vie. Y a-t-il des moments où vous préférez la sécurité à la passion, où vous préférez juste vous dire, je sais que je vais manger, je sais que je vais pouvoir payer ci, je sais que je vais pouvoir payer ça, ou vous préférez vivre la passion de la vie? Vous préférez vivre un jour comme un lion ou 100 ans juste comme un mouton? Qu'est-ce que vous préférez, honnêtement? Et quelles aussi seraient les conséquences si vous avez décidé de vivre plus audacieusement? C'est vrai qu'une vie audacieuse emmène des risques, on sait, parce qu'on n'a pas de garantie, à part pour les personnes croyantes qui ont Dieu, qui savent que peu importe à quel point la vie deviendra difficile, Dieu sera toujours là pour les aider. Mais pour ces personnes qui ne sont pas croyantes et qui nous suivent, est-ce que vous pensez que vous préférez vivre une vie audacieuse ou juste dans le silence comme ça? Et comment pouvez-vous trouver un équilibre? Parce qu'on ne peut pas non plus vivre dans l'aventure tous les jours. Tous les jours on sort, on n'a pas de plan, tous les jours on fait de nouvelles choses. Il faut quand même un certain rythme, il faut quand même une certaine monotonie. Parce que la vie, c'est la balance. Et il faut une balance. De temps en temps, il faut prendre des risques. Et de temps en temps, il faut essayer de diminuer les risques. Car il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Lorsqu'on est parent, par exemple, on ne peut pas se permettre de juste, du jour au lendemain, abandonner son travail et se lancer dans une autre carrière. Car on a une famille à nourrir, on a des enfants à élever, à faire étudier, à faire manger. Il faut qu'on ait les moyens. Et en tant qu'enfant aussi, est-ce qu'on préfère juste suivre la monotonie de la vie ou on préfère se lancer, je ne sais pas, dans des cours de flûte et essayer de devenir quelqu'un plus tard? Même si en Afrique, on n'accorde pas beaucoup d'importance à la musique quand on est enfant. On va toujours te dire d'avoir un diplôme d'abord en quelque chose de sérieux, entre guillemets, et on va juste éteindre tes rêves comme ça. Partagez vos pensées et vos expériences, car vos réponses pourraient inspirer d'autres à considérer la manière dont ils vivent leur propre vie. On devrait pouvoir choisir si on veut vivre comme un lion ou si on veut vivre comme un mouton, parce que l'importance dans ce monde, c'est juste de faire des choix. On n'est né pas pour vivre pour les autres, on vit pour soi-même. Du coup, on a besoin de savoir et d'avoir le droit de décider si on veut bel et bien vivre comme un lion ou si on veut passer notre vie à vivre paisiblement dans la monotonie et le conformisme comme un mouton tous les jours de notre vie. Cette citation est vraiment... C'est une citation qui m'inspire beaucoup, je la connais depuis un bon moment. Et Sankara aussi est une figure que j'admire énormément parce qu'il a une manière de voir le monde qui est très positive. C'est quelqu'un de réaliste, mais il voit le monde d'une manière positive. Il nous encourage à donner le meilleur d'entre nous et à ne pas se laisser diriger par les codes sociétals. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, de très joyeux et tout, mais en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux qui nous apprend aujourd'hui qu'on a le choix. Mais il vaut mieux choisir de prendre le risque d'essayer de nouvelles choses, car sans essai, il n'y a pas de réussite. Sans essai, il n'y a pas de réussite. Comment tu veux réussir quelque chose si tu n'as jamais essayé? Comment tu veux réussir quelque chose? Comment tu veux apprendre à être excellent en la matière si tout le temps, constamment, tu n'essayes pas? Là, je me présente aujourd'hui devant vous. Aujourd'hui, je vais peut-être faire quelques erreurs, mais il faut que je fasse ces erreurs pour que prochainement ce soit mieux
Et prochainement, il faut aussi que je commette quelques petites erreurs pour que prochainement, ce sera encore mieux. Et au fil du temps, je serai parfaite. Et ça, c'est, on peut dire, entre guillemets, vivre comme un petit lion, parce que c'est quelques petites erreurs que j'apprendrai à corriger au fil du temps. Donc voilà, c'était notre pensée du jour. Je vais vous laisser réfléchir sur ça. En attendant, on va passer à la rubrique éphéméride. Nous revoilà dans la rubrique éphéméride. Aujourd'hui, c'est le mardi 4 juin 2024, comme je vous l'ai dit en début d'émission. C'est le 156e jour de l'année. Il reste donc 210 jours avant la fin de l'année. Vous ne trouvez pas que les années commencent à passer un peu trop vite? Il y a quelques années, on était en janvier et puis 3 mois après, on était en février. Alors que maintenant, on est en janvier, on cligne des yeux et là, maintenant, on est déjà en juin. Alors que c'est à peine qu'on a eu le nouvel an. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est un phénomène que les scientifiques devraient essayer de nous expliquer. Parce que je ne suis pas la seule à penser comme ça. De nombreuses personnes pensent que les jours passent un peu trop vite. Je vous parlerai dans cette rubrique des célébrations, du dicton du jour, de quelques événements historiques et une naissance. J'ai sélectionné une naissance d'une personne que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. En premier lieu, nous célébrons la Journée mondiale des enfants victimes d'agression. Oui, une occasion solennelle pour réfléchir et sensibiliser le public aux souffrances endurées par des millions d'enfants à travers le monde. Car ce jour nous rappelle la nécessité de protéger les plus vulnérables d'entre nous et de garantir leurs droits fondamentaux. De nombreux enfants sont tous les jours victimes d'agressions, que ce soit physique, que ce soit morale, que ce soit sexuelle ou psychologique. À la maison, les gens pensent que les violences sont nécessairement des actes posés physiquement, battre un enfant et tout. Alors que insulter un enfant ou constamment se moquer d'un enfant, par exemple, peut l'emmener à complètement changer. Vous pouvez mettre au monde une boule de joie, pleine de courage, pleine de vivacité, mais à force de lui dire que, par exemple, tu es trop gros, ah, tu manges tous les jours, toi aussi tous les jours tu veux seulement manger. Quand il faut manger, tu es là, mais quand il faut étudier, tu n'es pas là. C'est des choses qui découragent aussi les enfants. C'est une forme de micro-agression morale et c'est absolument pas à encourager. Ou aussi l'agression la plus flagrante, l'agression physique. Je pense que l'opinion serait d'accord avec les chercheurs et les psychologues de l'enfant qui disent qu'il ne faut vraiment pas frapper un enfant, à moins qu'il commette une faute qui ait mis sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre en danger. Par exemple, vous voyez votre enfant un peu trop s'approcher du bord de la véranda et l'enfant risque de mourir. Dans ce genre de cas, vous pouvez le tirer et peut-être ne pas frapper derrière la tête, par exemple, ou le ventre, parce que c'est des endroits sensibles, les bras ou les jambes, ce genre de choses. Mais généralement, en Afrique, l'enfant à 0, on le tape, l'enfant ne veut pas manger, on le tape. C'est une forme d'agression. Vous pensez que les agressions sont seulement les enfants agressés sont seulement ceux qui vivent dans des zones où il y a la guerre? Absolument pas. Les enfants aussi, à la maison, sont parfois des enfants victimes d'agression. Ou comme on le voit souvent dans nos familles africaines, lorsqu'il y a plusieurs jeunes filles dans une maison et qu'un certain oncle doit venir, on dit allez vous changer ou habillez-vous de manière appropriée parce que tel ou tel oncle arrive. Parce qu'on connaît le comportement de l'oncle et on sait que cet oncle-là aime beaucoup les jeunes filles. Mais moi j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous savez que vous êtes en train de faire venir un loup sous votre toit, pourquoi le faire venir en premier lieu? Je vous pose cette question très sérieusement parce que c'est vraiment un concept que de nombreuses personnes, moi y compris, ne comprenons pas. Non, on ne peut pas aller manger chez tante telle parce que c'est une sorcière. Mais pourquoi aller chez elle en premier lieu? Pourquoi le faire? Pourquoi ne pas protéger ses enfants et les maintenir chez eux à la maison dans un toit sécurisé qu'ils connaissent? Pourquoi inviter des loups ou aller voir des loups? Et en dernier lieu, un cas qui est très flagrant, la guerre. Oui, les enfants sont souvent les premières victimes de guerre parce que les enfants voient leur père se faire décapiter, leur mère se faire découper, leur grand frère, leur sœur. Et c'est quelque chose qui nous touche énormément. Et et j'aimerais bien vous partager une chanson qui nous met dans un esprit de réflexion.
On pense aux enfants qui souffrent de ces agressions constamment, qui se réveillent du jour au lendemain et sont obligés d'être leur propre père et leur propre mère. Donc j'aimerais qu'on écoute la chanson « Parce qu'on vient de loin », remixée par les Kids United, une association d'enfants que l'UNICEF a créée pour soulever des fonds et aider les enfants défavorisés. Donc j'aimerais qu'on écoute cette chanson et puis je vous reviendrai un peu plus tard pour qu'on parle de cette journée avec plus de détails. Parce qu'on vient de loin, titre des Kids United, remixé par eux, mais le titre original est d'un chanteur, Corneille, qui lui est un orphelin de la guerre, a perdu ses parents à cause de la guerre. Parce qu'on vient de loin. On vit chaque jour comme le dernier, nous sommes nos propres pères, nous sommes nos propres mères, vivons pendant qu'on peut encore le faire. C'est ce que de nombreux enfants se disent partout, dans les 4 coins du monde. Et c'est quelque chose qui devrait vraiment nous faire réfléchir. On est adultes aujourd'hui et rien que l'idée d'être à la guerre nous effraie. Alors qu'il y a des enfants, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, plus jeunes que nous, qui sont dans la guerre, qui vivent au milieu de la guerre, qui tous les jours se réveillent avec des corps à côté d'eux. C'est quelque chose qui devrait vraiment nous interpeller. Les enfants victimes d'agressions physiques, émotionnelles ou sexuelles portent souvent des cicatrices invisibles qui peuvent affecter leur développement et leur avenir. Les enfants qui ont vécu dans des foyers où ils étaient constamment agressés, soit physiquement, soit verbalement, deviennent des adultes aigris, deviennent le genre d'adultes où on ne peut pas leur donner de conseils. Parce qu'ils voient les conseils comme une reproche, et la reproche, c'était le moyen par lequel les parents se glissaient pour les frapper ensuite. Donc, lorsque vous voyez un adulte ou une personne dans votre entourage, un ami, un membre de la famille, qui à chaque fois que vous lui faites une reproche, même constructive, automatiquement se braque et se met à vous attaquer, il faut essayer de chercher pourquoi cette personne fait ça. Et dans 80% des cas, on apprend que cette personne a été victime d'agression. Pas forcément physique, comme j'ai dit, l'agression mentale aussi. Dans les zones de conflit, les enfants sont particulièrement vulnérables, souvent utilisés comme boucliers humains, les soldats ou travailleurs forcés. Et ça, on le sait. Pourquoi aller chercher loin? Prenons juste l'exemple de notre propre pays, où à l'est de la RDC, c'est des enfants qui utilisent, qui récoltent les minerais qui servent à fabriquer les caméras qu'on a devant, la caméra que j'ai devant moi ici, le téléphone qu'on utilise, l'écran que vous utilisez pour me regarder aujourd'hui, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou une télé. C'est un enfant de moins de 10 ans qui travaille plus de 12 heures par jour et est payé $2 par jour qui vous procure ce matériel-là. C'est quelque chose qui devrait énormément, encore je dis énormément, nous interpeller. Notre société doit renforcer les mécanismes de protection de l'enfance et de sensibiliser davantage le public à cette cause. On sait que les enfants sont sensibles, mais on ne sait pas à quel point les enfants sont sensibles. En mobilisant des ressources pour soutenir les victimes, des figures emblématiques comme Malala Yousafzai, une militante des organisations comme l'UNICEF, qui a même déjà été prix Nobel de la paix à 18 ans, œuvrent sans relâche pour défendre les droits des enfants et leur offrir une voix. Leurs efforts sont inspirants, mais ils ne suffisent pas. Chacun de nous doit jouer un rôle. Que pouvez-vous faire pour contribuer à ce combat? Posez-vous cette question, réfléchissez où vous êtes assis, allongé, je ne sais pas. Réfléchissez à comment vous pouvez rendre ce monde meilleur pour un enfant qui est défavorisé, un enfant victime de la guerre, un enfant victime d'agressions verbales et ce genre de choses. Généralement, dans les parcelles communes où il y a 6-5 maisons, il y a plusieurs familles. Si vous remarquez qu'il y a une mère ou un père qui bat constamment ses enfants, pour un rien, il tape les enfants, il faut essayer de parler avec cette personne. Parce que parler avec l'enfant, la personne pourrait peut-être penser que vous êtes en train d'intoxiquer son enfant. Allez directement à la source et parlez au père. Demandez-lui pourquoi il bat autant ses enfants. Parce qu'on dit qu'on ne développe pas le mal, on le trouve quelque part et on l'adopte. Peut-être qu'il a grandi de cette manière. Il a grandi dans un foyer où il n'a jamais pu s'exprimer, il n'a jamais pu dire ce qu'il voulait dire, il n'a jamais pu commenter ou juste s'exprimer et dire que je ne suis pas content
où je suis triste, où je me sens un peu oppressée, à chaque fois qu'il essaie de s'exprimer, on le battait. Il ne connaît pas autre chose. Il ne sait pas que les enfants peuvent aussi parler à leurs parents. Les enfants peuvent aussi dire « Maman, je me sens triste. Maman, je me sens oppressée. Maman, je n'aime pas la manière dont tu me parles. Maman… » Bien sûr, tout ça dans le respect. Parce qu'on ne gronde pas, encore je répète, on ne gronde pas un adulte. Tout ça dans le respect. Peut-être que cette personne ne sait pas que c'est possible d'avoir une relation saine avec ses enfants. Donc par conséquent, il est là, il se retrouve à battre ses enfants, alors qu'il ne sait pas qu'on peut trouver autre chose. En cette journée, engageons-nous à protéger les enfants et à dénoncer toute forme de violence à leur égard. J'insiste sur toute forme, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit toute forme qui existe. Engagez-vous à protéger un enfant dans votre entourage, dans votre quartier, même en route. Pensons aux actions concrètes que nous pouvons entreprendre à contribuer à ce combat. Ensemble, nous pouvons faire une différence et offrir à chaque enfant une vie, exemple de peur et de violence, où ils peuvent grandir, apprendre et s'épanouir. Car n'oublions pas que les enfants sont l'avenir de demain et une richesse incroyable pour le pays. Nous allons passer au dicton du jour qui est « En juin, trop de pluie et le grenier vide s'ennuie ». C'est un dicton que j'ai trouvé. « En juin, trop de pluie et le grenier vide s'ennuie ». Un grenier, pour ceux qui ne savent pas, c'est un compartiment au-dessus de la maison. C'est un compartiment au-dessus de la maison où on peut stocker des boîtes, des cartons. Au lieu de les mettre sous le lit comme on les met souvent ici ou dans les magasins, enfin KGB magasins, on peut créer un espace au-dessus du toit, on met des boîtes et tout ça. C'est ça que ça s'appelle, c'est ça un grenier. Et en juin, il y a trop de pluie. Je suppose que c'est à l'étranger parce qu'ici, en juin, c'est déjà la saison sèche parce que le 15 mai, ici, la saison sèche commence déjà et on peut sentir que le climat est assez lourd, assez gris, assez poussiéreux. Il y a beaucoup de poussière ces temps-ci en route. Dans les événements historiques qui sont passés aujourd'hui, le 4 juin, les frères Montgolfier, Joseph, Michel et Jacques-Étienne sont deux inventeurs français célèbres pour avoir créé le premier ballon à air chaud en 1783. Ils ont inventé un ballon à air chaud qu'ils ont nommé la Montgolfière, parce que ce sont les frères Montgolfier, ils ont donné leur nom à leur invention. Leur invention révolutionnaire, célèbre pour avoir créé, leur invention révolutionnaire a marqué le début de l'aviation humaine. Inspirés par le comportement de la fumée qui monte, ils ont conçu un ballon en tissu de soie et de papier, capable de s'élever dans les airs lorsqu'il est rempli d'air chaud. Aujourd'hui, plusieurs personnes font des tours en montgolfière et ne savent pas que c'est deux frères qui ont décidé qui se sont demandé pourquoi la fumée monte. La fumée monte grâce à quoi? Grâce au vent. Et si on mettait un ballon et qu'on le remplissait de fumée, est-ce qu'il allait monter? C'est monté. Et si on décidait d'attacher quelque chose, est-ce que ça va voler? Ça a volé. Ils ont rajouté un panier, ils ont fait plusieurs essais. Et voilà, le 4 juin 1783, ils ont réalisé leur premier vol en public à Annonay, en France, devant une foule émerveillée. Le ballon, mesurant environ 11 mètres de diamètre, est monté à une altitude de près de 2000 mètres et a parcouru environ 2 km avant de redescendre en douceur. Pas de catastrophe, rien. Ce qui est très bien et ce qui est très rare lorsqu'on a un début de créativité comme ça, une innovation, généralement le premier essai est toujours incroyablement désastreux. On peut le voir lors du premier essai, lors de l'invention de l'avion. Le premier vol d'avion, c'est très très mal craché. Le 19 septembre 1783, les frères Montgolfier ont effectué un autre vol historique à Versailles en présence du roi Louis XIV et de la reine Marie-Antoinette. Cette fois-ci, le ballon transportait des passagers inhabituels. Un mouton, comme le mouton de notre citation un peu plus tôt aujourd'hui, un canard et un coq. Ce vol a prouvé que les êtres vivants pouvaient survivre à un ballon. Donc, chers Quinois, chers Congolais, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, imaginez si les frères Montgolfier avaient écouté ceux qui doutaient de leur capacité à changer le monde. Ils auraient abandonné leurs rêves et l'aviation n'aurait peut-être jamais vu le jour. Imaginez être obligé de faire, je ne sais pas, 2 mois en bateau. 2 mois en bateau pour aller quelque part. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux avions, grâce aux jets et grâce aux hélicoptères, c'est en 2 heures, en 8 heures, disons 12 heures,
qu'on peut aller à la destination la plus lointaine qui soit. Alors pourquoi ne pas croire en vos idées et en vos capacités à transformer votre pays? Je suppose qu'en chacun de nous, il y a une invention qui sommeille, parce que les inventions ne sont pas juste nées comme ça, c'est comme les entreprises, elles répondent à un besoin. Quelqu'un sait qu'il y a peut-être, je ne sais pas, un souci de courant et il décide de créer des prises chargeables. Je ne sais pas, des prises chargeables qui, lorsqu'il y a l'électricité, les prises se chargent et lorsqu'il n'y a plus d'électricité, on peut utiliser cette énergie pendant une certaine durée. Quelqu'un pourrait avoir cette idée et se dit non, mais de toute façon, ça ne va pas arranger le pays. Si on n'arrange pas le pays avec forcément beaucoup d'innovation, même la plus petite innovation peut faire un changement et c'est très important. Ensuite, un deuxième événement historique qui a eu lieu aujourd'hui, c'est la journée des événements historiques. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde ce 4 juin, mais à des années différentes. Nous avons Emily Davison, qui était une suffragette britannique célèbre pour son dévouement à la cause du droit de vote des femmes. Née en 1872, elle a rejoint la Women's Social Political Union, WSPU, en 1906, une organisation militante qui luttait pour le droit des femmes. Emily était connue pour ses actions audacieuses, dangereuses pour attirer l'attention sur la cause. Lors d'une course de chevaux, Emily s'est jetée devant le cheval du roi George V en 1913 lors du derby d'Epsom. Dans un acte de protestation désespérée, elle a été gravement blessée et elle est décédée 4 jours plus tard. Mais elle s'est jetée parce qu'elle en avait marre de ne pas être écoutée. Elle en avait marre de ne pas être prise au sérieux. Les femmes n'avaient toujours pas le droit de voter et elle n'a pas trouvé ça normal. C'était quelque chose qui l'a énormément dérangée et qui devrait énormément la déranger. Encore heureux qu'on se dise qu'on est être humain tout autant que les hommes. Nous avons les mêmes organes et ce genre de choses, mais eux ont le droit de voter et pas nous. Elle a dit non, 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 ça ne peut pas se faire. Du coup, elle est allée se jeter devant le cheval du roi George et a malheureusement perdu la vie à cause de ça. On peut dire que c'est un martyr, car grâce à elle, aujourd'hui, de nombreuses femmes britanniques ont le droit de voter. Cet acte a provoqué une onde de choc à travers le pays et a attiré une attention considérable sur le mouvement des suffragettes. J'aimerais aussi préciser que suffragette est un terme plutôt négatif, parce que suffragette vient de suffrage, donc les élections, et c'est pour essayer de minimiser les femmes qui votaient. Donc c'est mieux de dire militante pour le droit de vote plutôt que suffragette. Emily Davison a été emprisonnée à plusieurs reprises dû à ses activités. Elle a souvent mené des grèves de faim pour protester contre les conditions de détention. Son courage et sa détermination ont inspiré de nombreuses femmes à travers le monde à se battre pour leurs droits. Donc, chères téléspectatrices, imaginez si Emily avait abandonné face aux critiques et aux obstacles. Le mouvement pour le droit des femmes aurait peut-être pris beaucoup plus de temps à atteindre ses objectifs aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas croire en vos idées, en vos capacités, de vous aussi un jour transformer la politique de votre pays, transformer les conditions de vie de votre pays. Lorsque vous voyez quelque chose, il ne faut pas vivre dans le conformisme, il ne faut pas vivre comme un mouton et accepter tout ce qu'on vous dit. Bon, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous vous asseyez et vous n'avez pas le droit. Lorsque cette interdiction n'est pas fondée, il faut toujours se battre contre cela. Quels sont les défis que vous pensez pouvoir relever au quotidien en tant que femme? Essayez d'analyser votre quotidien lorsque vous marchez. Vous remarquerez peut-être que les hommes sont beaucoup plus à l'aise à marcher après 22 heures que les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont souvent celles qui sont le plus attaquées. Et qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Essayez de réfléchir, posez-vous des questions, essayez de vous engager si vous avez les moyens. Voilà, vous pouvez toujours faire quelque chose de très intéressant. Et en dernier, nous avons la naissance de l'actrice américaine, l'actrice, réalisatrice et aide humanitaire américaine renommée Angelina Jolie, qui est née le 4 juin 1975 à Los Angeles. Elle est la fille de l'acteur Jon Voight. Jolie a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1990 et a rapidement gagné en notoriété grâce à son talent et à son charisme. C'est une très belle femme. Elle a remporté un Oscar pour son rôle dans Une vie volée, sorti en 1999, juste un an avant le nouveau millénaire, et est devenue une star internationale avec des films comme Lara Croft Tomb Raider, que nombreux connaissent, Mr. et Mrs. Smith, sorti en 2005, et Maléfique, sorti en 2014.
En plus de sa carrière d'actrice, Jolie a également réalisé plusieurs films dont Au pays du sang et du miel, sorti en 2011. Elle est également connue pour son engagement humanitaire. Elle est ambassadrice de bonne volonté pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Depuis 2001, et a effectué de nombreuses missions humanitaires à travers le monde, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Elle est connue pour avoir adopté les enfants de toutes les origines du monde. On l'appelle la maman du monde par beaucoup de ses fans. Sur le plan personnel, elle est mère de 6 enfants, dont 3 sont adoptés, Maddox, Pax et Zahara, et 3 sont biologiques, Shiloh Jolie-Pitt, Knox Jolie-Pitt et Vivienne. Souvent parlé de l'importance de la famille et de l'adoption, elle a utilisé sa notoriété pour sensibiliser le public à de diverses causes humanitaires. Donc c'est une femme pleine de vertus, elle n'est pas juste belle, elle est aussi intelligente, elle est aussi... c'est la maman des enfants, quoi. Elle a adopté des enfants dans le monde entier pour essayer de montrer aux gens qu'il ne fallait pas juste aider les enfants de loin. Si vous avez les moyens, pourquoi pas adopter aussi? C'est très important. Et elle a adopté Zahara, qui est une fille noire, une éthiopienne, africaine, noire. Et ça a beaucoup fait parler. Les gens étaient là, pourquoi elle a adopté ce singe, pourquoi elle a adopté... Ils ont dit beaucoup de choses très méchantes sur la petite fille. Mais Angela ne s'est jamais laissée abattre et au contraire fait beaucoup d'apparitions publiques avec sa fille. Et on l'admire pour ça. Donc c'était la rubrique éphéméride où je vous ai parlé des célébrations, des événements historiques qui ont eu lieu ce 4 juin. Et on va passer à la rubrique suivante qui est la rubrique actualité. On va vous parler des choses qui se sont passées ces derniers temps dans le monde, en Afrique, en RDC. Et voilà. L'histoire vient de s'écrire au Mexique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la récente élection au Mexique et l'ascension de la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum. Son élection marque un moment historique et non seulement pour le Mexique, mais aussi pour la représentation des femmes en politique à l'échelle mondiale. Claudia Sheinbaum, scientifique de formation et avec un doctorat en physique, s'est d'abord illustrée dans le domaine académique avant de se lancer en politique. Elle a été maire de Mexico, une ville au Mexique comme on peut voir au nom, où elle a mis en œuvre des politiques axées sur la durabilité, la sécurité et l'inclusion sociale. Son parcours est un exemple de détermination et de compétence montrant comment une femme peut briser les barrières et accéder aux plus hautes fonctions de l'État, ce qui n'a jamais été fait au Mexique. C'est vraiment l'histoire, comme j'ai dit, l'histoire qui s'écrit aujourd'hui, c'est très important. Je suis sûre que c'est un exemple pour de nombreuses petites filles qui n'ont grandi qu'en ayant des présidents, année après année, et qui sont aujourd'hui étonnés de voir une femme au sommet des plus hautes fonctions de l'État. Chers téléspectateurs, je voudrais qu'on réfléchisse à ces questions aujourd'hui. Quels défis uniques les femmes en politique doivent-elles surmonter pour atteindre un tel niveau de pouvoir? Vous pouvez imaginer, lorsqu'une femme est par exemple nommée députée ou nommée à la tête d'un certain cabinet, on se dit que c'est parce qu'elle a peut-être donné son corps à tel ou tel chef. Chose qui, on ne sait pas, est peut-être faite, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a de nombreuses femmes qui gardent leur dignité, qui gardent leur vertu et qui sont là où elles sont grâce à leur intelligence et parce qu'elles ont dit non. Malheureusement, on vit dans un monde d'hommes. Ce monde appartient aux hommes, il faut se le dire. Donc, pour se frayer un chemin, il faut garder sa vertu, il faut garder ses barrières, il faut garder ses limites. Il faut toujours dire non lorsqu'on vous demande de faire quelque chose qui est contre vos principes. Lorsque vous n'êtes pas habitué à faire une chose et qu'on vous demande d'aller à l'encontre de vos valeurs, il faut constamment rester fixé sur son objectif. L'élection de Claudia Sheinbaum pourrait inspirer de nombreuses femmes à travers le monde, y compris ici en RDC, à poursuivre des carrières en politique. Sa vision et son bon engagement envers des politiques progressistes démontrent qu'il est possible de concilier développement durable et croissance économique. En examinant l'impact de cette élection,
Nous devons également réfléchir à l'importance de la participation citoyenne et de la représentativité dans notre pays. Que pouvons-nous apprendre du Mexique pour renforcer notre démocratie et encourager une plus grande diversité de voix dans notre système politique? Ensemble, nous pouvons faire avancer les causes de l'égalité et de la représentativité en nous inspirant des succès internationaux pour bâtir un avenir meilleur pour nous, pour notre future génération, pour notre pays. Donc je vais vous laisser avec le reportage de ces élections de nos confrères de France 24 que nous allons analyser et que je vais revenir commenter juste après. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on parle encore de résultats préliminaires, mais la tendance semble effectivement désormais irréversible. Et comme l'avaient annoncé d'ailleurs tous les sondages avant ce jour de vote, eh bien Claudia Sheinbaum remporterait une large victoire portée par la popularité de son prédécesseur et mentor politique, Andrés Manuel López Obrador, portée aussi par ses bons résultats à la mairie de Mexico, où sa gestion a été particulièrement appréciée pour son travail social. Il faut dire aussi que Andrés Manuel López Obrador a assuré d'avoir gardé une grande base sociale, une solide base sociale, notamment en ayant plus que doublé le montant du salaire minimum au cours de son mandat. Ici, on sent beaucoup de fébrilité. Tous les principaux dirigeants du parti Morena, le parti de gauche dont fait partie Claudia Sheinbaum, sont présents. La presse internationale est ici aussi en grand nombre parce que Claudia Sheinbaum s'apprêterait donc à être la première présidente d'Amérique du Nord. Et donc, Laurence, les Mexicains votaient pour élire leur présidente, mais pas que. Pour le Congrès, le Sénat, les gouverneurs de 9 États, des députés locaux, des maires et localement. On l'a beaucoup dit hier, mais il faut le rappeler, ce scrutin a été marqué par de nombreuses violences. Oui, tout à fait. 38 candidats assassinés, mais il faut compter aussi des centaines de membres d'équipes ou de membres des familles de ces candidats ou d'équipes politiques ou de membres de conseils municipaux. Par exemple, ça a été vraiment une campagne marquée par la violence et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui a grévé la campagne de Claudia Sheinbaum parce que la stratégie en termes de sécurité de Andrés Manuel López Obrador, l'actuel président, a été très critiquée parce qu'elle se positionnait sous un slogan qui disait « abrazos y no balazos », c'est-à-dire plus d'accolades, moins de fusillades, c'est-à-dire une stratégie qui voulait attaquer les causes de la violence et non pas attaquer frontalement le crime organisé, alors que l'urgence est telle dans un pays où il y a près de 80 homicides en moyenne chaque jour qu'une grande partie de la population ne croit plus en cette stratégie de pacification et était plutôt attirée par les propositions un peu plus agressive en matière de sécurité de la grande rivale de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on parle encore de résultats préliminaires. On vient de suivre ce reportage de Claudia Sheinbaum qui est élue présidente au Mexique. Elle entre en fonction. On a critiqué Fatih, on a dit que Fatih est entré en fonction, il a trouvé un pays dans un trou. On n'est pas les seuls apparemment dans le monde. Le Mexique est vraiment dans une phase très compliquée où les gangs sont beaucoup plus forts que la police. L'insécurité est beaucoup plus présente que la sécurité. Les gens meurent tous les jours. Il y a environ 80 homicides, comme on vient de l'entendre, 80 homicides par jour, et ce, tous les jours. La ville de Mexico est vraiment dans un climat de peur, et d'où l'opinion publique au Mexique était un peu sceptique de voir une femme au pouvoir. Ils se sont dit, un homme au pouvoir n'a pas pu faire quelque chose contre l'insécurité. Qu'est-ce qu'une femme pourrait faire? Et vous, je vous demande, est-ce que vous pensez comme la plupart des gens au Mexique, est-ce que vous pensez aussi qu'une femme ne pourrait pas redonner le calme et la paix au Mexique? Pourquoi pas? Pourquoi elle ne pourrait pas le faire? Est-ce qu'elle va juste être belle devant la caméra? Non, pas du tout. C'est une femme qui est extrêmement cultivée, comme on vient de le dire, comme je viens de vous le dire. Elle a un doctorat en physique, elle a été maire de la ville de Mexico. Elle a déjà fait ses preuves en politique et c'est très important que les Mexicains puissent lui laisser sa chance. On ne peut pas dire que ce soit le cas pour la plupart des Congolais ici, car nous avons vu les réactions sur les réseaux sociaux lorsqu'on a annoncé que on n'aurait plus un Premier ministre, mais désormais une Première ministre qui est Judith Suminwa. Beaucoup de gens étaient là en train de dire qu'est-ce qui se passe, il n'y avait pas d'homme pour prendre ce poste.
Est-ce que la RDC est devenue le lycée Kabambar? Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient là en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une femme? Pourquoi? Et moi je vous dirais pourquoi pas. Seulement vous demandez pourquoi une femme? Pourquoi il n'y avait pas d'autres personnes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas parce qu'on est femme qu'on est automatiquement faible. Ça n'a absolument aucun rapport. La RDC devrait prendre vraiment de la graine sur ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'on vit dans un pays où une femme qui met des pantalons, on dit déjà que non, la Bible interdit aux femmes de mettre des habillements d'hommes et ce genre de choses. Mais il faut lire les choses dans leur contexte, mesdames et messieurs. Il faut lire les choses dans leur contexte. Cela s'est passé à leur époque, c'est leur culture, c'est leur religion. Et nous, on a une autre culture, on est à une autre époque et on a une autre religion. C'est très important d'encourager les femmes comme ça en politique à se lancer, à être vraiment très... à prendre les aises dans le monde. On ne doit pas toujours se dire que parce qu'on est une femme, on doit prendre moins de place pour que les hommes puissent prendre de la place. Et il y a beaucoup d'hommes laïcs qui pensent aussi de cette manière. Il n'y a pas que les gens qui s'appuient sur la religion. Il y a des gens aussi qui s'appuient juste sur la science et à dire que les femmes sont soi-disant beaucoup trop émotives pour accéder à ce genre de poste à lourde responsabilité, que les femmes sont des êtres irrationnels et ce genre de choses. Moi, je vous dirais, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça lorsque c'est carrément prouvé que les femmes sont un peu plus rationnelles que les hommes, d'où il y a moins d'accidents de la route faits à cause des femmes, il y a moins de femmes qui se suicident, il y a moins de femmes qui meurent bêtement comme ça, là, juste parce qu'elles étaient trop ivres et elles ont décidé de circuler dans la rue, on les a écrasées. Il y a moins de femmes dans ce genre de cas. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens se diraient que non, une femme ne peut pas occuper un tel ou tel poste. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Et je suis sûre que de nombreuses personnes pensent exactement comme moi. Donc n'ayez surtout pas peur d'oser, n'ayez surtout pas peur de vous lancer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, encourage énormément les femmes à entrer en politique. On a pu le voir pendant la campagne électorale où de nombreuses, alors là, énormément de femmes se sont lancées dans la députation nationale, provinciale. Et c'est ça fait vraiment plaisir de le voir. On va passer à la prochaine actualité qui est une actualité foot. Préparez-vous pour une série de matchs palpitants qui marqueront l'histoire du football congolais. Les Léopards de la RDC sont sur le point de livrer 2 batailles cruciales dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et nous ne pourrons pas être plus enthousiastes. Nous devons soutenir notre équipe nationale. Beaucoup de gens disent que lorsqu'ils regardent des matchs du Congo, ils préfèrent ne pas mettre les organes. Il faut mettre en fait. Les autres soutiennent leurs équipes et c'est peut-être pour ça qu'ils gagnent. Nous, on est toujours là à les regarder sous un drap. C'est normal qu'ils soient découragés. On doit leur envoyer des bonnes ondes. Le 6 juin, nos valeureux Léopards affronteront le Sénégal pour la 3e journée. Ce match est attendu avec impatience par tous les amateurs de football. Le Sénégal, avec ses joueurs de renommée mondiale, représente un défi de taille. On ne va pas se mentir. Les Lions de la Teranga représentent un défi de taille pour nos Léopards. Cependant, ces derniers ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont capables de se mesurer aux meilleurs. On est quand même arrivé en demi-finale de la CAN et ce n'est pas rien. Imaginez l'intensité sur le terrain, les dribbles, les passes décisives et les buts spectaculaires que pourraient faire chavirer les cœurs des supporters. Ce match sera une véritable épreuve de force et chaque minute pourrait être riche en émotions. Les matchs de la RDC sont souvent riches en émotions. On ne peut jamais suivre un match de la RDC et faire autre chose. C'est quasiment impossible. Si vous arrivez, vous n'hésitez pas à nous dire au numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran si vous arrivez à suivre le match de la RDC et faire autre chose en même temps. Parce que c'est vraiment, vraiment compliqué de faire ça. Ensuite, le 9 juin, nos Léopards se mesureront au Togo pour la 4e journée. Ce match est tout aussi déterminant pour notre parcours vers la qualification. Le Togo, avec son style de jeu unique, sera un adversaire redoutable. Et beaucoup de personnes
disent que oui, on a l'habitude de battre le Togo, ce n'est pas une équipe forte, tout ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont là en train de dire qu'il faut se méfier du Togo parce que là-bas, il y a énormément de sorcellerie, énormément de gris-gris, énormément de marabouts et ils n'ont pas tort. On doit quand même se méfier d'eux parce que, voilà, on sait tous comment le foot se joue en Afrique. Et on sait tous que aussi les Congolais sont des... Les Léopards sont, comme on dit, une équipe qui a stress. C'est vraiment une équipe qui a stress. On peut, comme je viens de dire, on ne peut vraiment pas regarder un match de Léopard. On est là, on regarde un match de Léopard. En même temps, on travaille, on regarde un match de Léopard. En même temps, on mange. De nombreuses personnes mangent toujours avant le match. Ou même quand le match commence, les gens regrettent. Oh non, je n'ai pas mangé, je ne pourrais pas manger pendant le match. Et si on perd après, je vais perdre l'appétit. Ils ont raison. Franchement, ils ont raison. C'est quasiment impossible de se concentrer et de faire deux choses à la fois. Ou même juste le fait de regarder le match, c'est déjà très compliqué. Donc, voilà. Ces deux rencontres ne sont pas seulement des matchs de football, non. Elles représentent l'espoir, la passion, la fierté de toute une nation, de tout un pays. Les Léopards ont l'opportunité de faire rêver, de nous unir et de nous inspirer. Nous avons tous hâte de voir nos joueurs briller. Nous avons énormément hâte de sentir l'excitation monter et de partager ces moments inoubliables avec vous. Alors, préparez-vous, préparez vos écharpes, préparez vos stickers, préparez vos voix, préparez surtout vos statuts. Le club des immatures qui poste toujours des statuts et des commentaires sur le match. Préparez-vous. Vous avez un temps d'avance. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, commencez déjà à économiser 500 par jour pour ne pas être déconnecté pendant cette période parce que c'est vous qui nous faites le plus rire pendant ces matchs. Nous avons hâte de vivre ces moments magiques ensemble et on encourage nos léopards, on les demande de bien s'entraîner, d'éviter de manger le foufou parce que les autres joueurs, eux, mangent des fruits, prennent du jus, boivent de l'eau avant les matchs. Nous, nos joueurs mangent de la chikwang. C'est trop lourd pour courir, ça. C'est beaucoup trop lourd. Donc, essayez de diminuer la consommation de nourriture très lourde. Donc, comme je l'ai dit, le 9 juin à 17h au stade des Martyrs. Ceux qui ont les moyens d'aller, allez-y. Hein. C'est une expérience à ne pas manquer pour ceux qui ne peuvent pas sortir, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui se disent qu'il y a trop d'insécurité. Vous pouvez toujours suivre le match chez vous dans le confort de votre canapé à la maison, comme moi je suis ici assise confortablement sur ce canapé. On va aussi passer à la troisième actualité, une actualité très récente qui s'est passée hier, la défaite des Léopards dames ainsi que l'incident. Oui, nous revenons sur un match amical qui a eu lieu hier et a fait couler beaucoup d'encre. La rencontre entre les Léopards dames de la RDC et l'équipe féminine de football du Maroc. Un match riche en émotions qui s'est terminé sur un score de 3-2 en faveur du Maroc, mais qui a été marqué par des incidents regrettables sur le terrain. Tout a basculé juste avant l'heure de jeu lorsque Kipoi, défenseuse congolaise, a effectué un tacle dangereux sur Badri, la joueuse marocaine. Ce geste a immédiatement enflammé les esprits et une bagarre générale a éclaté sur le terrain. Kipoi a été visiblement frustré, a perdu son sang-froid et a asséné un coup de poing à Ayane, une autre joueuse marocaine. Cet acte conduit à une expulsion immédiate. Il faut essayer d'essayer de se calmer. Parce qu'on sait tous que généralement les équipes du Maghreb ont une manière de jouer très très peu conventionnelle lorsqu'il s'agit des équipes noires. On a pu le constater lors de la CAN, le match entre la RDC et l'Égypte, où les joueurs de l'Égypte ne faisaient que griffer les joueurs du Congo. Il y en a même un, on lui a baissé sa culotte, l'autre, on a carrément donné un coup de poing au torse pendant qu'il était en train d'essayer de rattraper une balle jetée en l'air. Donc, c'est quelque chose, on se pose des questions. Est-ce qu'elle a mérité ce coup de poing? Est-ce qu'elle n'a pas mérité ce coup de poing? À vous de nous dire, chers téléspectateurs. Car c'est un comportement à éviter malgré tout. Il est important de rappeler que le football, bien qu'intense et passionné, doit toujours se jouer dans le respect des règles et l'esprit sportif.
le code de conduite sur le terrain interdit strictement ce genre de comportement violent. Peu importe, que ce soit une gifle, que ce soit une tacle, normalement, ce genre de comportement est prohibé. Les joueuses et les joueurs sont tenus de maintenir leur calme, même dans les moments de grande tension. On sait tous que c'est un sport qui a les yeux du monde braqués sur lui. Le foot est un sport qui permet de faire passer des messages et ce genre de choses. Donc, lorsque la RDC, qui traverse une période très difficile avec l'instabilité et l'insécurité qui règnent à l'est du pays, les dames ont peut-être voulu ramener une lueur d'espoir, juste ne fût-ce qu'une poussière de victoire pour essayer d'alléger nos cœurs, se voient se faire battre par des Marocaines. C'est vrai que ça peut augmenter la tension sur le terrain. Les gestes dangereux et les actes de violence non seulement mettent en danger l'intégrité physique des participants, mais ternissent également l'image du sport. Imaginez si à chaque fin de match, les gens devaient se battre, les gens devaient se taper. Ce ne serait pas intéressant, ce serait vraiment dangereux. Imaginez que vous êtes sur le terrain de foot, vous avez dribblé une personne et que la personne décide de vous pousser, vous tombez sur votre nuque et vous mourrez, simplement. Ce serait vraiment très dangereux. Donc il faut essayer de revoir ce genre de comportement. C'est vrai que c'était un moment de tension, un moment de stress, mais il ne faudrait pas non plus se laisser emporter aussi facilement. La Fédération congolaise de football et les autorités sportives marocaines ont toutes deux condamné ces incidents, appelant à plus de discipline et de respect sur le terrain. Les supporters, quant à eux, espèrent que ces événements serviront de leçon pour l'avenir. Voilà, il faut aussi éviter la provocation. Parce que tout ça a commencé à cause d'une provocation. Il faut éviter de provoquer les autres. C'est pas gentil ça. Il faut essayer d'éviter. Malgré cette défaite et les incidents, les Léopards dames ont montré de belles choses sur le terrain et continuent de travailler dur pour se préparer aux prochains défis. Nous espérons que ces moments de tension seront rapidement oubliés, histoire qu'elles ne perdent pas le moral, parce qu'on compte quand même sur nos Léopards dames. On aime les hommes, mais on aime aussi nos dames qui nous font honneur aussi en jouant et en représentant le pays. Au profit de belles performances sportives. Assez de sport. Je suis assise, je ne fais même pas du sport, je ne fais que parler de sport. On va changer, on va passer à une autre actualité. On va passer au changement d'hymne national au Nigeria. Oui, il y a une nouvelle hymne nationale au Nigeria. Et ce changement a eu lieu sous la présidence de Bola Tinubu. Le président Tinubu a exprimé que l'ancien hymne, bien respecté et aimé, ne reflétait plus suffisamment la diversité et les aspirations modernes du Nigeria. Son objectif était de créer un hymne qui unisse plus le pays et qui soit une source d'inspiration pour les générations futures. On va suivre le reportage à ce sujet et je vous reviens juste après, on va commenter ça. Le Nigeria change d'hymne national et ça fait polémique. On te raconte. Ça, c'était l'hymne national du Nigeria jusqu'à mercredi. Arise, O compatriots, levez-vous, ô compatriotes, a été l'hymne national pendant les 46 dernières années. Mais le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a décidé de rétablir l'ancien hymne du pays. Il a signé mercredi le décret d'application. Le voici. Nigeria We Healthy, Nigeria nous te saluons, a été écrit par une expatriée britannique qui vivait au Nigeria. Il a été introduit juste après l'indépendance du Nigeria en 1960 avant d'être abandonné en 1978. Ce retour à l'ancien hymne a fait polémique dans le pays. Certains le considèrent comme un hymne colonial en raison de ses paroles. Beaucoup ont estimé que cet hymne renvoyait à la soumission du Nigeria à son ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni. De son côté, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré que l'hymne symbolisait la diversité du Nigeria. Beaucoup s'interrogent également sur les priorités. Une période un peu plus prospère parce que l'hymne qui vient d'être changé
est un peu plus joyeuse, mais nombreux conservateurs se disent vraiment outrés par cette hymne qui rappelle l'époque où le Nigeria était sous l'emprise, sous le joug du royaume de Bretagne. Les avis sont très, très divisés. Le nouvel hymne a été conçu pour inclure des éléments de différentes cultures, de différentes cultures et de langues du Nigeria, ce qui fait un véritable symbole d'unité nationale. Les paroles mettent en avant la résilience, la diversité et l'espoir pour un avenir meilleur, des thèmes chers aux Nigérians. Le pays le plus riche d'Afrique qui a un PIB très élevé. Du coup, bon, on espère qu'ils vont s'adapter à l'hymne et qu'ils vont essayer de l'accepter ou pas, ça dépend d'eux, c'est leur pays. L'avis du public, il est vraiment partagé. Beaucoup voient ce changement comme une évolution positive et nécessaire, une façon de moderniser l'image du pays et de renforcer les sentiments de fierté nationale. Cependant, certains sont attachés à l'ancien hymne et regrettent ce changement, le voyant comme une rupture de tradition historique. On peut les comprendre. En somme, ce changement d'hymne est un moment historique pour le Nigeria, un pas vers une nouvelle ère de cohésion et de progrès. C'était tout pour la rubrique Actualité. Nous allons désormais passer à la détente. On va essayer de relaxer nos nerfs et de passer à la rubrique Clip du jour où je vous présenterai une sélection des clips de mon choix. Et vous pouvez toujours juger mon choix si vous le trouvez trop nul, je sais pas, écrivez au numéro. Donc on va tout de suite passer à la rubrique Clip du jour. Le premier clip que je vous propose est Take You Dancing de Jason Derulo. J'ai le plaisir de vous parler d'un titre qui a véritablement enflammé les pistes de danse et les playlists du monde entier. Take You Dancing de Jason Derulo. Ce morceau, sorti en juillet 2020, est une véritable invitation à la fête, avec son rythme entraînant et ses paroles accrocheuses qui vous feront bouger sans aucun doute. On va passer le clip sans plus tarder. Il va bientôt passer, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était Take You Dancing de Jason Derulo. Un titre qui bouge comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater. C'est une chanson que j'ai beaucoup aimée en 2020 et qui, voilà, est revenue dans ma tête et j'ai décidé de la partager avec vous. Ce titre a connu un succès phénoménal depuis sa sortie. Sur YouTube, le clip a officiellement dépassé la barre des 300 millions de vues. 300 millions de personnes ont visualisé ce clip très bien réalisé où on peut voir Jason Derulo qui est aussi un danseur hors pair, voilà, se dandiner, se déhancer dans son clip. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'impact de cette chanson. Sur Spotify, la chanson a été streamée plus de 500 millions de fois, ce qui en fait l'un des titres les plus écoutés de Jason Derulo. Ces statistiques montrent à quel point Take You Dancing a su captiver un large public et s'imposer comme incontournable à des soirées. Mais parlons un peu de l'artiste derrière ce hit. Jason Derulo, de son vrai nom Jason Joel Derulo, D-E-S-R-O-U-L-E-A-U-X. Ce n'est pas incroyable, je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça en fait. Donc je vous partage cette découverte. Et on peut juger son nom ensemble. Dites-moi ce que vous pensez de son nom parce que c'est Derulo, mais écrit avec un peu plus d'épices, un peu plus de voilà quoi. Donc c'est un chanteur, compositeur et danseur américain qui a débuté sa carrière en 2009 avec le single What You Say. Beaucoup de gens le connaissent. En tout cas, vous connaissez énormément ce single-là. Ce premier succès qui échantillonne Hide and Seek d'Imogen Heap a rapidement grimpé au sommet des charts et a lancé Jason Derulo sur la voie du succès. Voilà. Depuis, il a enchaîné des tubes et des chansons comme In My Head or Riding Solo
ou Talk Dirty, Wiggle ou Want to Want Me. Pour n'en nommer que quelques-uns, parce qu'il y a énormément de titres que vous pouvez toujours aller écouter, bien sûr. Jason Derulo est également connu pour ses performances scéniques, énergiques et ses talents de danseur. Comme vous pouvez le voir au clip, ce n'est pas une doublure, c'est lui qui danse, c'est lui qui crée ses chorés. Il est accompagné d'une danseuse aussi qui est célèbre sur les réseaux sociaux. Et voilà quoi, de nombreuses certifications platine pour ses œuvres, ses clips, ses musiques sont souvent des spectacles visuels impressionnants, mettant en avant ses compétences et danse et créativité artistique. En plus de sa carrière musicale, Jason Derulo a également exploré d'autres domaines artistiques tels que les comédies musicales à Broadway et fait des apparitions à la télévision prouvant qu'il est un artiste polyvalent et talentueux. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de Jason Derulo. On va passer au deuxième titre qui est un titre que j'adore, que j'aime énormément et que je suis sûre que vous connaissez, mais vous n'arrivez juste pas à trouver le titre. Donc je suis là, je vous apporte les titres, je vous apporte des artistes. Et la deuxième chanson est Can't Remember to Forget You de Rihanna et Shakira. On va passer à ce titre qui est sorti en janvier 2014 et une véritable fusion de styles uniques des deux artistes avec un rythme entraînant et des paroles accrocheuses qui feront bouger sans aucun doute. Je vais vous laisser avec le clip Can't Remember to Forget You de Rihanna et de Shakira. Can't Remember to Forget You de Rihanna et de Shakira, qui veut dire je n'arrive pas à me rappeler de t'oublier. Connu un succès phénoménal depuis sa sortie sur YouTube, le clip a dépassé 1 milliard. 1 milliard de vues, oui, 1 milliard de vues. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'impact de cette chanson. C'est une chanson qui bouge énormément, écrite principalement pour les femmes qui n'arrivent pas à oublier une personne et tout. Elles pensent à cette personne constamment et elles ont besoin d'un rappel qu'il faut oublier cette personne. Cette chanson est pour vous. Un chiffre impressionnant, 1 milliard de vues, qui témoigne de l'impact, encore une fois, comme je disais, de la chanson. Sur Spotify, la chanson a été streamée des millions de fois, ce qui en fait l'un des titres les plus écoutés des deux artistes combinés. Ces statistiques montrent à quel point Can't Remember to Forget You a su captiver un large public et s'imposer comme un incontournable des playlists. Il est dans les playlists de tout le monde, il est dans les playlists des gens qui connaissent vraiment et qui aiment énormément la musique. Donc c'est une chanson qui bouge énormément. Parlons un peu des artistes derrière ce hit. Premièrement, nous avons Rihanna, de son vrai nom, Robin Rihanna Fenty. Fenty, c'est le nom de sa marque de make-up, Fenty Beauty. Elle a donné son nom de famille à sa marque, quelque chose qui est assez commun. C'est une chanteuse, compositrice et femme d'affaires barbadienne. Elle est née en Barbade, qui a débuté sa carrière en 2005 avec le single Pon the Replay. Depuis, elle a enchaîné les succès avec des chansons telles que Umbrella, We Found Love, Diamonds et bien d'autres titres encore. Rihanna est également connue pour ses performances scéniques, énergiques et son style unique. Shakira, quant à elle, de son vrai nom Shakira Isabelle Mebarek Ripoll, elle a un très long nom, est une chanteuse, compositrice et danseuse colombienne qui a débuté sa carrière dans les années 1990. Shakira est une doyenne quand même de la musique aussi. Elle est connue pour ses hits mondiaux tels que Hips Don't Lie et la manière dont elle danse de façon fluide, elle bouge son corps, elle maîtrise exactement ce qu'elle doit faire. Elle ne fait jamais de faux mouvements. C'est à croire qu'on pourrait dire qu'elle est née en sachant danser. C'est un talent, on peut dire. Elle a aussi un autre titre très célèbre qui est Whenever, Wherever et Waka Waka, une chanson que tout le monde connaît. Elle a vraiment fait bouger le monde en 2010 lors de la Coupe du Monde. Shakira est également célèbre pour ses talents de danseuse, de performance et ses performances scéniques. Encore une fois, lors de ses concerts, elle a une présence incroyable sur scène. Elle a une présence incroyable, elle est là. Elle est présente, on sent que ce n'est pas que la voix, c'est aussi le mouvement, c'est la prestance, c'est l'espace qu'elle prend sur scène. Elle peut
Elle peut performer sur une scène de plusieurs kilomètres de long et on sentira toujours qu'elle prend de la place car elle sait gérer son plateau, gérer sa scène. Comme là, le plateau, c'est ma scène. Je suis là, la seule artiste devant vous aujourd'hui. Donc, allez écouter Can't Remember to Forget You. Vous allez à chaque fois penser à moi. Si vous avez découvert ce titre grâce à moi, n'hésitez pas à nous le dire. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a partagé ses goûts musicaux. Et laissez-vous emporter par cette collaboration explosive entre Rihanna et Shakira. On va passer à notre troisième et dernier clip qui est Rest de Gims en featuring avec l'artiste Sting. Cette chanson qui a véritablement marqué les esprits. Ce morceau sorti en 2019 est une magnifique fusion des deux styles uniques et des deux artistes, avec une mélodie envoûtante et des paroles profondes qui touchent le cœur. Donc je vais vous laisser avec le clip et on va revenir juste après pour le commenter. Reste de Gims et Sting. Cette chanson qui est visiblement une chanson d'amour qui demande à la personne de rester avec l'artiste, avec n'importe qui. Si vous vous retrouvez dans la chanson, n'hésitez pas à partager cette chanson avec quelqu'un avec qui vous voulez rester en fait, avec qui vous voulez passer votre temps, votre vie, je ne sais pas, votre journée. Et voilà quoi. La chanson, le morceau, comme je l'ai dit auparavant, est sorti en 2019. C'est une fusion des deux styles des deux artistes. Cette chanson a connu un succès impressionnant à sa sortie. Dès sa sortie, elle était déjà streamée sur toutes les plateformes. Sur YouTube, le clip officiel a accumulé des millions de vues, un chiffre qui témoigne de l'impact de cette chanson, vraiment. Et sur Spotify, la chanson a été streamée des millions de fois, ce qui fait aussi de la chanson un titre très populaire qui a permis de mettre quand même Sting sur la scène francophone parce que de nombreuses personnes ne le connaissaient pas avant sa collaboration avec Gims. La chanson, comme je viens de le dire et comme je l'ai répété un peu plus tôt avant de vous mettre le clip, elle est sortie en 2019. Toutes les bonnes chansons ne sont pas seulement les chansons qui sortent cette année ou l'année passée. Une chanson reste une chanson. Une bonne chanson est une bonne chanson. Au fil du temps, c'est ça qui crée les classiques. Pourquoi il y a des chansons qui, après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on les rejoue toujours? Parce que c'est ça un classique. Une chanson est censée être intemporelle, elle est censée véhiculer un message que les générations peuvent retenir tout le long. Donc voilà, parlons de l'artiste Gims. Gims, notre produit local, notre produit congolais, notre Mwanamboka, de son vrai nom Gandhi Djouna, est un chanteur, rappeur et compositeur français d'origine congolaise, bien évidemment, connu pour ses nombreux succès comme Bella, Ça paie comme jamais ou La Même, en featuring avec Vianney. Gims est également célèbre pour ses performances scéniques. Il est très dynamique, il a une voix qui impose vraiment sur la scène en fait. Il est là quand il chante, on sent que c'est Gims qui chante, il a une voix unique comme Papa Wemba. Lorsqu'on entend Papa Wemba, on sait que c'est lui. On ne se dit pas ça, c'est lui ou c'est... Non, on sait que c'est lui. Et lorsque Gims chante, on sait exactement que c'est Gims qui chante en fait. Donc voilà. Sting aussi, oui, c'est un featuring avec l'artiste. Sting, de son vrai nom Gordon Matthew Thomas Sumner, est un chanteur, compositeur, acteur britannique, un ancien membre du groupe The Police. Il est connu pour ses hits mondiaux comme Every Breath I Take et Englishman in New York, une chanson très populaire que les gens apprennent généralement lors de leurs cours d'anglais. Et pour revenir sur une information que je vous ai donnée plus tôt, Gims n'est pas un compositeur français, c'est un compositeur congolais. C'est un Congolais, bien évidemment. Bien sûr que c'est un Congolais. C'est un produit local, comme je venais de le dire. Et Shape of My Heart aussi. Sting est également célèbre pour sa voix assez rauque et ses talents de musicien. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique clip du jour. Je vous ai présenté une sélection de 3 clips qui, j'espère, vous ont plu. Nous allons sans plus tarder passer à la rubrique Vue sur le net où nous couvrons ce qui s'est passé sur Internet ces derniers temps. On va en parler et voilà quoi. Je vous laisse avec l'annonce de la rubrique sur le net et on se retrouve juste après.
Donc, comme je le disais, bienvenue dans notre rubrique Vue sur le net. Ici, nous explorons les dernières tendances, les vidéos virales, les mèmes et les sujets les plus drôles qui font le buzz sur Internet et qui pourraient aussi être intéressants, des astuces, ce genre de choses. Donc, premièrement, je vais vous montrer une vidéo d'une citation sur les difficultés de l'amour. Les difficultés, comment c'est facile d'aimer quelqu'un lorsque c'est facile, voilà, lorsque tout va bien, lorsqu'on n'a pas de problème. Et c'est compliqué lorsque c'est un moment où il y a la tempête au sein de la relation, que ce soit une relation parent-enfant, amie, amoureuse ou voilà. Je vais vous laisser avec la vidéo et on va la commenter juste après. Ils sont peu nombreux, les gens qui pensent que l'amour n'est pas qu'un sentiment et qui pensent que l'amour est avant tout un choix. J'ai vu une vidéo l'autre jour passé qui disait que c'est facile d'aimer quand on tombe amoureux. C'est facile d'aimer quelqu'un après avoir fait l'amour. C'est facile de s'aimer le jour de notre mariage. C'est facile de s'aimer quand tout est positif, quand tout est facile. Mais que lorsque la vie se complique, qu'elle devient un peu difficile, chaotique, c'est là qu'on voit si une personne est prête à rester à nos côtés, si elle est prête à avancer avec nous et à franchir les obstacles, terrasser les barrières qui nous font face. Et malheureusement, on trouve rarement une personne qui choisit d'être là, qui choisit de rester surtout. Le jour, c'est compliqué. Parce qu'on nous montre la tête d'histoires d'amour sans accroc, de deux personnes d'accord sur tout. Et le problème avec 99% des films, des séries, des livres qui nous présentent ces histoires, c'est qu'ils s'arrêtent le plus souvent avant la vie de couple, avant le véritable commencement. Ils résument l'avenir en une seule phrase: cœur élevé, heureux et beaucoup d'enfants. Ils ne montrent pas la routine du quotidien, la routine qui est à la fois chiante et magnifique. Si tu ne peux pas voir et apprécier la beauté, la sérénité, la paix que apporte la routine, si tu la vois toujours d'une façon négative, alors tu ne seras jamais heureux avec personne, même avec toi-même. Parce que c'est dans la routine qu'on se crée, qu'on se forge. Et les gens de nos jours, principalement à cause des réseaux sociaux, voient de l'extraordinaire tous les jours. C'est aussi pour ça que les couples ne marchent pas. Les gens ne comprennent pas que si on veut du long terme, on doit choisir d'aimer et travailler sur la relation. Mais les gens choisissent la facilité. Ils ne font que chercher la paix. Le but est donc de trouver une personne qui te choisisse, qui affronte les épreuves. C'est aussi simple et compliqué que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi la citation. Ce n'est pas toujours facile d'aimer quelqu'un au milieu d'une tempête, pendant la pluie, lorsque la vie ne fait que vous jeter des pierres et des épreuves. Cependant, il faut quand même essayer de faire des efforts. Vous savez, le véritable amour, surtout en temps difficile, est un sujet profond et complexe. Aimer quand tout va bien est souvent facile, mais c'est les moments difficiles, les moments de crise qui renforcent cet amour, qui battent le fer pendant qu'il est encore chaud. C'est comme ça qu'on sait que votre amour est véritable. Lorsque malgré les tempêtes, malgré les pluies, vous arrivez toujours à vous aimer. C'est facile d'aimer un enfant qui vous ramène toujours des 10, des 10, des 10. Mais il faudrait aussi aimer l'enfant qui ne vous ramène pas forcément des 10. Pareil aussi pour les parents. C'est facile d'aimer un parent lorsque tout ce que vous demandez, c'est toujours « Ok, attends le soir, je vais t'emmener. Attends le soir, je vais t'emmener. » Et quand les parents traversent aussi des moments de sécheresse, il faut toujours les aimer avec cette même insistance, si pas plus, pour les motiver, pour qu'ils se disent « J'ai le soutien de mes enfants. Je sais qu'ils sont toujours là pour moi. » Et en amour également, lorsque ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un, ce n'est pas facile d'aimer son conjoint, il faut toujours se forcer, pas se forcer, il faut aimer le faire. Il faut aimer la personne pendant les moments compliqués. Donc voilà, cette citation, cette vidéo plutôt, était très enrichissante. Je l'ai trouvée très belle. J'espère que vous aussi. On va passer à la deuxième vidéo, qui est une vidéo qui va vous inspirer. Pour ceux qui traversent un moment de sécheresse, un moment très compliqué, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez sûrement pas les derniers. On va prendre l'exemple d'une personne parmi les nombreuses personnes qui ont déjà connu la souffrance, qui est Abraham Lincoln. On va vous parler de sa vie, des débuts de sa vie qui ont été vraiment chaotiques. Même moi, quand j'ai lu et quand j'étais en train d'apprendre, j'étais là, mais c'est vraiment un homme fort. Il a vraiment un mental très fort. Je vais vous laisser avec la vidéo d'Abraham Lincoln. On se retrouve juste après. Cette histoire est l'une des plus incroyables de l'histoire humanitaire. Il est né en 1809. À l'âge de 7 ans, il était forcé à travailler parce que sa famille a été expulsée. En 1818,
il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business et il fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives et il perd. En 1833, il fait un nouveau prêt d'argent et lance son business. Malheureusement, il fait faillite à nouveau. En 1835, il rencontre une femme merveilleuse. Il tombe amoureux d'elle. Il se fiance. Et elle meurt. En 1836, il rentre dans une période sombre de sa vie faisant une dépression profonde. Il reste alité pendant 6 mois consécutifs. Il se relève après 6 mois et se présente aux élections législatives la même année et sort perdant à nouveau. En 1840, il se présente pour être électeur et il perd. En 1842, il rencontre la femme avec qui il va finir sa vie. Il tombe amoureux, se fiance et se marie. Elle lui donne 4 enfants et perd 3 d'entre eux. En 1843, il se présente au Congrès et il perd. En 1845, il se présente à nouveau au Congrès mais il perd encore. En 1850, son fils meurt. En 1854, il se présente au Sénat et sort perdant. En 1856, il se présente pour être vice-président. Il n'a même pas eu 100 voix. En 1858, il se présente de nouveau au Sénat et perd à nouveau. En 1960, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis d'Amérique. Il fait 2 mandats exceptionnels qui font de lui l'un des présidents les plus respectés et les plus impactants de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Sache que tant que tu respires, ton but t'attend. Tant que tu respires, ton rêve t'attend. Alors relève-toi plus déterminé et fonce. Merci d'aimer, de partager pour motiver d'autres, de commenter si ça t'a remonté le moral et de l'ajouter aux favoris. Malgré les difficultés, Abraham Lincoln n'a jamais cessé de persévérer. Et c'est un exemple et une motivation qui devrait nous tous, toutes, nous animer. Parce que la vie est très compliquée. Il y a une citation qui circule sur les réseaux comme quoi lorsqu'on est africain, on est d'office avec 2 zéros. Et c'est la vie qui mène de 2 et nous on est à 0 dès qu'on est. Alors il faut se dire qu'on n'est pas les seuls à souffrir et qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent aussi dans le monde, mais qui n'abandonnent pas pour autant. Et lorsqu'on n'abandonne pas, il faut savoir que ça sera très lourd sur le mental, mais il ne faut surtout pas se laisser décourager. C'est normal de pleurer un bon coup, parce que sinon on encaisse et c'est trop. C'est normal de pleurer, cependant il ne faut pas pleurer trop longtemps. Il ne faut pas pleurer au point d'avoir les yeux gros comme ça, gonflés et tout. Donc voilà. Malgré les nombreux revers, Lincoln n'a jamais abandonné. Il a continué à travailler dur, à apprendre et à persévérer. Son dévouement à la justice et à l'unité nationale a finalement conduit à la présidence en 1860, 100 ans avant notre indépendance. Pendant son mandat, il a dirigé le pays à travers la guerre civile américaine et a travaillé sans relâche pour abolir l'esclavage. Ce qui a culminé avec la proclamation d'émancipation en 1863 et le 13e amendement à la Constitution. L'histoire de Lincoln montre que même face à des échecs répétés de la vie et à des défis apparemment insurmontables, la persévérance et encore la persévérance et la détermination peuvent mener à des réalisations extraordinaires. Son parcours nous rappelle que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des étapes sur le chemin du succès. Donc, malgré qu'il ne soit plus parmi nous aujourd'hui, on le remercie d'avoir eu une vie plutôt compliquée pour motiver ceux qui aujourd'hui sont à peu près dans la même situation que lui, de se rendre compte qu'il y a pire et les gens ont survécu. Donc, pour la 3e vidéo vue sur le net, c'est un conseil de Mojalissi, c'est un conseil de colo-idéologie qui nous fait part d'un peu de sa sagesse. Donc on va écouter tout de suite la vidéo et on va la commenter. $200 eza eloko te oyebi na te ya ministre moko na Goma
ministre affaires sociales na biso moko tokomi ntango ya mabonza azoluka mbongo na poche bafranc atuni ngai oza na bafranc wana te mpona napesa natia na bino monsieur le ministre oza ministre nauti komona yo opesi mutu moko boye aza na valeur outi kopesa $1500 olaki ye telefone ya $1000 mais oyo ozokabela nzambe oyo akomiso ministre ozotuna nga soki naza na bafranc totika bizaleli ya soki ekomi makambo ya nzambe tokomi koluka bisusukile oyo eza na kati ya nzambe fo pesa ye motema esala opasi opesi ye pene osanti yo olongoli na oyo yo ozaki nango ya po nzambe agir alingaka bongo yango mingi topamamaka te mpo topesaka nzambe bisusuki pesa nzambe. Donc voilà, c'était un conseil rempli de sagesse et véridique parce que de nombreuses personnes sont très rapides pour prouver au monde et aux autres qui sont riches, gardez la monnaie, ne t'inquiète pas, je vais payer. Mais lorsqu'il s'agit de donner au Créateur, de donner à celui qui nous donne, lui, sans compter, les gens commencent à réfléchir. C'est une preuve quand même de cupidité et d'avarice. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que la cupidité ou l'avarice veut dire, cupidité est un désir intense et égoïste. Je répète, désir intense et égoïste d'accumuler des richesses ou des biens. Et l'avarice est, quant à elle, une réticence extrême à dépenser. Donc il y a de nombreuses personnes qui sont comme ça, ils ont une réticence à dépenser lorsqu'il s'agit de Dieu. Cependant, lorsqu'il s'agit du monde, ils dépensent sans compter, en boîte, dans des bouteilles de champagne. Donc j'aimerais juste vous conscientiser et vous rappeler que la source de tout est le Très-Haut. Sans lui, vous n'auriez pas ce que vous avez aujourd'hui. Donc lorsque vous donnez, donnez avec un bon cœur parce que sinon, votre offrande ne sera pas acceptée malheureusement. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique Vue sur le net. On va tout de suite enchaîner avec la rubrique Astuces où je vais vous faire part de quelques astuces. Donc voilà, on se retrouve pour la rubrique Astuces du jour où je vais vous faire part de quelques astuces. La première astuce est une astuce dont je suis sûre on a tous besoin. Car on a tous soit un enfant, soit un neveu, l'enfant d'un voisin, quelqu'un, une petite sœur qui a du mal, ou un petit frère qui a du mal à prendre des médicaments. C'est très compliqué de faire prendre des médicaments à un enfant. Ça, je le sais. J'ai moi-même été enfant et j'ai détesté prendre les médicaments. Donc, cette astuce va vous aider à essayer de pas tromper vos enfants, mais voilà quoi, essayer de vous donner quelques idées pour faire paraître la tâche moins compliquée, moins difficile et voilà, donc on va regarder la vidéo tout de suite. Okay, I saw the straw into the medicine hack on TikTok a while ago. This was my first chance to use it, and it worked way better than I expected. 10 out of 10. Having trouble giving your baby medicine? Try this hack. Give it to them through a bottle to eat. Donc voilà, l'astuce est plutôt simple. Il faut juste essayer de faire un jeu d'attrape, un trompe-l'œil. Les enfants ne vont pas se rendre compte que lorsque vous déposez un jus et juste après, ça change et vous mettez le médicament, ils vont le boire parce qu'ils n'aiment pas juste parce qu'ils savent que c'est le médicament. S'ils se disent c'est du jus, ils vont boire, donc ne vous inquiétez pas. On va passer à l'autre astuce qui est plutôt une vidéo conseil sur l'acceptation de ses cheveux naturels,
qui est très importante parce que je ne suppose pas, je le sais, en Afrique, la jeune fille congolaise, la jeune fille africaine a du mal à assumer ses cheveux afro, ses cheveux naturels, les cheveux que la nature lui a donnés. Elle veut des cheveux lisses, elle veut des cheveux qui flottent au vent, donc c'est très compliqué. À part quand tu es paré de tresses comme moi aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi tu devrais te dire que tes cheveux ne sont pas beaux, je ne vois pas pourquoi tu devrais te dire que tes locks ne sont pas jolis, que tes balabala ne sont pas jolis, que tes, je ne sais pas, tes sukamaboko ne sont pas jolis. Pourquoi il faut toujours essayer de se cacher derrière des coiffures extravagantes? Un jour, je serai aussi ici sur ce plateau avec mes vrais cheveux et vous allez les voir. Mes cheveux qui ont vraiment été, comme on dit, mes cheveux, mon combat, parce que j'avais de très longs cheveux lisses avant et lorsque j'ai décidé de les couper pour assumer mes vrais cheveux, j'ai entendu les commentaires de tout le monde. Pourquoi tu veux revenir à ça, Sukamanuka et ce genre de choses? Ce ne sont pas des Sukamanuka, c'est vos cheveux, c'est votre vraie nature. Je vais vous laisser avec des conseils, on va les commenter juste après. 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à porter mes cheveux crépus. C'est parti. La première chose que je vais vous conseiller, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Trouvez votre coiffure signature. Les cheveux pour moi c'est comme le make-up, c'est comme les vêtements. Et vraiment le meilleur moyen pour aimer prendre soin de tes cheveux, c'est de trouver la coiffure qui te met le plus en valeur. Parce que tu sais que quand tu vas prendre soin de tes cheveux, que tu vas faire cette coupe, ma belle, mon beau, tu vas envoyer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon Breda out lâché comme ça, genre, flemme ça. Trouvez la coiffure qui vous... Deuxième conseil que je peux vous donner, arrêtez d'aller me chercher cette eau de riz qui pousse au fin fond des sous-sols de la Thaïlande. Si vous ne prenez pas soin de vos longueurs, c'est la clé si vous voulez de la rétention de longueur et si votre but c'est vraiment de faire pousser vos cheveux. Et du coup j'en arrive au troisième conseil. Coupez-moi ces pointes abîmées. Je sais que ça fait mal au cœur, je suis la première à crier. Mais 1, les queues d'ara c'est moche. Et 2, si vous ne coupez pas vos pointes, ce qui risque d'arriver, c'est que vos fourches vont remonter sur toute la longueur et vous allez avoir en fait toute votre longueur abîmée. Quatrième conseil, tout part du wash day. Un wash day bien exécuté va faire en sorte que votre semaine va être super facile. Quand j'entends que les cheveux crépus, ça demande trop de temps, trop d'entretien, no comprendo. Honnêtement, je prends pas plus de 10 minutes à me coiffer le matin parce que justement mon wash day il est bien exécuté. Et on entend beaucoup parler en ce moment de cette histoire de high maintenance pour avoir une low maintenance, avoir les ongles faits, etc. Comme ça justement la semaine t'as pas beaucoup d'efforts à faire pour être présentable. C'est la même chose pour vos cheveux. Il faut que votre wash day ils sont impeccables en fait. Trust me, it's going to be bon. Ensuite, dernier conseil, mais pas des moindres et qui va faire du bien à votre portefeuille. Arrêtez d'acheter ces produits miracles qui vont subitement réparer vos cheveux en 2 jours, en 2 nuits. Ça peut venir améliorer l'apparence de vos cheveux, mais le seul moyen de vraiment réparer un cheveu, c'est de le prendre. I'm sorry. Donc voilà mes stars, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous voulez un peu plus de tips capillaires, de petits conseils, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà. Bisous. Donc voilà, c'était quelques conseils qu'elle avait à partager avec nous, c'est-à-dire trouver premièrement sa coiffure signature. Les gens pensent que lorsqu'on a les cheveux détachés, on doit forcément les tresser. Non, pas forcément. L'afro aussi est une coiffure. L'afro en soi est une coiffure. Peigner ses cheveux, juste tapoter histoire de faire un rond. C'est très important. Aussi, c'est joli, c'est beau, c'est esthétique, voilà quoi. Et aussi, j'aimerais juste vous dire d'accepter vos cheveux. Acceptez vos cheveux, qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, qu'ils soient afro, qu'ils soient lisses, qu'ils soient bouclés. Acceptez vos cheveux. N'ayez jamais honte de vous dire non, je dois avoir les cheveux faits. Si vous avez vos cheveux qui sont en bonne santé, beaux, sortez avec comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les cacher derrière des rajouts. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique astuces du jour. On va passer à la rubrique anniversaire. La rubrique anniversaire, notre dernière rubrique, comme je l'ai dit au début de l'émission, DirecTV pense à vous, on pense à vous, on pense à vous souhaiter un très joyeux anniversaire. N'hésitez pas, si c'est votre anniversaire, à écrire au numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran pour nous faire signe. Et pourquoi pas envoyer des photos aussi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Karine Zeba. Madame Karine, joyeux anniversaire à vous. Toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses, que tout ce qu'il y a de bon au monde vous localise où vous êtes. Parce qu'on sait que la vie n'est pas toujours facile. Du coup, on vous envoie le meilleur, on vous envoie de très bonnes ondes
Et voilà, c'est très important pour nous de vous souhaiter un joyeux anniversaire aux yeux du monde, parce qu'on ne vous cache pas. On vous souhaite aux yeux du monde, comme ça le monde entier peut voir que nous vous avons souhaité un joyeux anniversaire et le monde entier peut admirer votre beauté aussi. Oui, vous êtes très jolie. On peut voir les images derrière moi, vous voyez les images sur vos écrans. Madame Karine est vraiment, vraiment très jolie. Je suis sûre que c'est une femme géniale, pleine de vertus et ce genre de choses. Du coup, on lui souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. Donc voilà, nous commençons à chuter. C'est la fin de notre émission. C'était Grand Mardi Beau Temps sur DirecTV où nous avons survolé les sujets en passant par l'actualité, en glissant à côté de la pensée du jour, et puis nous sommes retombés sur les clips, une sélection de clips faite par moi-même, où je vous ai fait part de quelques astuces et je vous ai aussi fait part de ce que j'ai vu sur le net. On a vu la vie d'Abraham Lincoln qui nous a motivés à ne pas abandonner et à toujours persévérer. Et nous avons aussi vu comment faire prendre des médicaments à un enfant, ce qui est très important parce qu'on sait tous que c'est une tâche assez compliquée. On a vu quoi d'autre encore? Nous avons vu la citation d'aujourd'hui qui est « Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton ». Et j'aimerais revenir sur cette citation afin de clôturer cette émission. Vivez comme des lions et sachez faire une balance, car parfois il faut vivre comme un lion, mais se souvenir des responsabilités qu'on a et parfois se ranger avec les moutons pendant un temps, mais pas trop longtemps, car si on se range trop avec les moutons, on devient passif, on ne vit pas sa vie, on vit dans le conformisme et ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'on veut que notre vie soit. On veut une vie qui est pleine de rebondissements, qui est pleine de nouvelles choses, qui est pleine d'expériences. Lorsqu'on arrive à la fin, lorsqu'on arrive à notre stade de vieillesse, on se dit j'ai vécu, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je suis allé là, j'ai vu ci, j'ai mangé ça, et voilà quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire le récap, le sommaire, le résumé de cette chère émission et comment même pourrais-je me présenter devant vous aujourd'hui, maquillée de cette façon, avec des caméras comme ça, sans remercier l'équipe technique, sans remercier Amos Mbaya, Isaac Babaswe, Stani Wishia et aussi notre Madame Anakel, notre très chère Madame Anakel, sans qui on ne serait pas là devant vous. Et surtout, celui qui a eu l'idée, le concept de la chaîne, celui qui aujourd'hui fait qu'on soit devant vous, que vous soyez derrière nous, je ne sais pas, vous êtes en face de nous, à côté, où est votre téléphone, tout ça. Oui, voilà. C'est notre très cher honorable Zachary Bababaswe. Et je vais revenir aussi sur la prononciation d'un nom qui est Alain Mamba, plutôt. Voilà, Alain, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, c'est pas ma faute. On s'appelle tous par nos prénoms ici, donc voilà. Ce fut un plaisir. C'était Marianne Monsaille à la présentation de Grand Mardi Beau Temps sur DirecTV. On arrive à la fin de notre émission et on se retrouve très prochainement pour une autre émission. Au revoir.